Alors bonjour à tous, donc, je suis le docteur Quedet, pédiatre et néonatologiste en type 3 à Nancy. Alors je vais vous faire un petit topo sur donc l'accouchement à domicile à proprement parler, on vient d'en parler, et qu'est-ce qu'on fait du nouveau-né qui vient de naître. Donc on va voir un petit peu l'algorithme de réanimation néonatale et après on va séparer enfants à terme et enfants prématurés parce qu'il y a quand même des spécificités pour chacun. Ça, ce sont les recos de l'ILCOR, les dernières de 2020, qui sont transmises par la COPEGE. Vous pouvez avoir accès à ce diagramme et en fait, tout est résumé dessus. Je ne sais pas si vous les avez, mais on va le détailler ensemble. Déjà, il faut savoir que le nouveau-né, au moment de la naissance, pour lui, c'est une période de transition. Et ça, c'est important de le savoir et de l'appréhender parce que ça va permettre de déstresser et de lui laisser du temps. C'est déjà une transition, une adaptation respiratoire. Il va falloir qu'il évacue son liquide alvéolaire, qu'il se remplisse d'air et qu'il crée sa capacité résiduelle fonctionnelle et qu'il fasse ses mouvements respiratoires. Et on a également une adaptation hémodynamique. À partir du moment où vous allez clamper le cordon, on va avoir une élévation des pressions systémiques, une baisse des résistances vasculaires pulmonaires pour que tout se mette en place selon la circulation néonatale et pour pouvoir arrêter la circulation fœtale. Vous le savez, il y a différents shunts qui se ferment, le canal artériel, le canal d'Arensus, le foramen ovale. Ça se fait dans les heures et jours qui suivent la naissance. À partir du moment où l'enfant naît, donc on dit de regarder l'heure pour avoir l'heure de naissance parce qu'à la mat on aime bien, c'est vrai. Lancer un chronomètre, c'est bien aussi parce que ça va permettre de voir un petit peu où on en est si l'enfant ne s'adapte pas bien. Et ça va permettre de coter le score d'Apgar. Alors on se détend un peu avec le score d'Apgar, il est finalement assez subjectif, ça dépend de l'adaptation cardiaque, respiratoire, du tonus de l'enfant, de la coloration cutanée, de sa respiration. Vous l'avez là en détaillé. Mais en gros, nous, on a envie de savoir, l'Apgar, il est plutôt vers 9-10, l'adaptation est bonne et on laisse l'enfant se débrouiller tout seul. On est plutôt sur une mauvaise adaptation avec un Apgar entre 0 et 3. Là, c'est ce qu'on appelle une naissance en état de mort apparente et il va falloir faire des choses. Le but, c'est pas d'être hyper précis dans le score d'Apgar, mais au moins d'avoir une idée. Alors si on reprend toujours sur l'adaptation physiologique, Charlène en a beaucoup parlé et je vais beaucoup insister là-dessus. Ce qui est transversal sur ce topo de l'ILCOR, c'est le maintien de la température. L'enfant perd de la chaleur. Il part de son milieu aquatique à 37 degrés, on le met tout mouillé à l'air dans un milieu ambiant, soit une maison, soit une voie publique. Il fait froid, il va perdre de la chaleur. Ça va extrêmement vite. Il perd par radiation, évaporation, conduction et convection. Donc c'est tout ça qu'il va falloir avoir en tête pour éviter qu'il se mette en hypothermie. Alors comment on fait ? C'est mettre un bonnet, voire un double bonnet. On en a parlé et je vais en reparler tout le topo. Premier geste à faire, on met un bonnet à l'enfant qui vient de naître, quel que soit son terme, quel que soit son poids et quelle que soit son adaptation. Et optimiser la prise en charge de température, c'est éviter les courants d'air, préparer des langes chauds, etc. Après, je sais que vous avez mille et une choses à penser, vous venez d'arriver, vous venez déjà de gérer un accouchement que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Et si on peut aussi penser à fermer les fenêtres ouvertes et les courants d'air, pour le nouveau-né, en fait, c'est hyper important. Alors, autre chose aussi pour se détendre, qui apparaît ici, ce sont nos objectifs de SAT. Quand vous mettez un capteur de SAT à un nouveau-né, c'est main droite. Il faut être en préductal. Si vous vous mettez main gauche en postductal, vous allez avoir une sous-estimation de la SAT. Donc déjà, ça va vous stresser pour rien. Et voici nos objectifs de SAT. Je vous laisse les lire. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 3 minutes de vie, un nouveau-né ne peut pas être à 100% de SAT. Mais ça veut dire que si à 3 minutes de vie, il est à 73%, on est content, on se détend, d'accord ? À partir de 10 minutes de vie, on veut quand même une SAT supérieure à 90%. C'est le temps justement de créer sa CRF et de faire tous ces rééquilibrages de pression. Alors maintenant, on va revoir, on l'a mis au chaud, on a des objectifs de SAT, on a coté le score d'Apgar.
je vais parler de l'enfant qui ne s'adapte pas. Il va falloir faire des gestes sur l'enfant pour qu'il aille mieux, voire le réanimer. Donc on va prendre petit à petit chacune des étapes A, B, C, D qu'on va voir en détail. Première étape, vous avez donc l'enfant qui arrive, il ne crie pas, il ne respire pas. Alors vous allez voir, tout se fait par 30 secondes. On reparlera de ce délai après. Il arrive, quoi qu'il arrive, je vous ai dit bonnet. Bonnet, l'ange chaud, il faut le sécher. Et s'il ne crie pas, le stimuler. Comment on stimule un nouveau-né qui ne respire pas? On lui fera, je viens de voir la claque, non, on évite de frapper les enfants qui viennent de naître. On les stimule dans le dos en fait. Le mieux c'est d'avoir la tête face à vous et vous frottez dans le dos et vous frottez la plante des pieds. Et ça peut être quelqu'un à côté, vous êtes à la tête et vous dites est-ce que tu peux lui frotter la plante des pieds? Et souvent, ça suffit. Et si ça ne suffit pas, ma premier geste de réa, c'est libérer les voies aériennes supérieures. On aspire avec une sonde adaptée. Ils sont en train de résorber leur liquide alvéolaire et très souvent, la plupart du temps, s'ils ne crient pas et qu'ils ne respirent pas, c'est parce qu'ils sont un peu en train de se noyer avec ce liquide. Donc il faut aller l'aspirer. Et après, dans la plupart des cas, ça va mieux. L'enfant crie, respire et tout va bien. Je vous ai mis la figure de la position neutre, qui est d'autant plus importante chez le nouveau-né avec toute cette hypotonie au niveau du cou. Si vous êtes en hyperextension, vous bloquez les voies aériennes. Si vous êtes en hyperflexion, c'est la même chose. Avec l'hypotonie du nouveau-né, il faut être assez vigilant à bien maintenir la tête dans l'axe. Et donc, après 30 secondes, on l'a séché, on l'a stimulé dans le dos sur la plante des pieds, on a libéré les voies aériennes supérieures en aspirant, et on réévalue fréquence cardiaque et respiration. Et si ça ne va pas mieux? Bon, on arrive à notre étape B. Si ça ne va pas mieux, il va falloir ventiler l'enfant. Alors nous, on le fait au Néopuff avec le matériel qu'on a, ça peut être au bas-vu avec ce que vous avez. Le mieux, c'est d'avoir un masque adapté à la taille de l'enfant. Je pense que vous n'avez pas dans vos sacs 15 tailles de masques. Mais c'est vrai que les grosses tailles pour les enfants préma, c'est pas adapté. Et on a, nous, des tout petits masques. Et de la même façon, un tout petit masque pour un préma, si vous le mettez sur un terme, vous n'allez pas être efficace. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer par faire 5 insufflations lentes. Pourquoi? Parce que si on est entre 30 secondes et 1 minute de vie et qu'il n'a toujours pas respiré, c'est qu'il n'a toujours pas créé sa CRF. Et tant qu'il n'a pas créé sa CRF, on ne va pas pouvoir lui demander d'être autonome sur le plan respiratoire. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Donc avec votre bas-vue, vous faites des insufflations lentes, prolongées, à pression constante. On dit entre 3 et 5, on compte entre 3 et 5 secondes l'insufflation, c'est vraiment très lent. Le but, c'est pas de ventiler rapidement. Et une fois qu'on a ouvert toutes ces alvéoles et créé sa CRF, on va pouvoir ventiler avec des pressions d'insufflation. Donc là, je vous ai mis les recos. Pour les termes, on est entre 20 et 25 cm d'eau, et pour les prémas, on est plutôt entre 15 et 20. La PEP, elle est toujours réglée entre plus 4 et plus 5, jamais au-delà de plus 5. On réanime un nouveau-né à terme en air ambiant. Ne mettez pas 100% d'FiO2, ça ne sert à rien. Ses poumons sont fermés, ce n'est pas l'oxygène qui va l'aider, c'est l'air qui va l'aider. Donc dans un premier temps, 21% pour les termes et 30% pour les prémas en dessous de 32 semaines. La SAT main droite, on en a parlé. C'est le moment de placer des électrodes, ça va être assez utile d'avoir un petit peu une idée de la fréquence cardiaque respiratoire. Et on réévalue, ça vous le savez régulièrement, l'efficacité de la ventilation, ça c'est la base. Une fois qu'on a passé ces 30 secondes-là, on réévalue. Est-ce que l'enfant s'est enfin mis à respirer? Est-ce que j'ai une fréquence cardiaque qui monte? Si oui, on reste comme ça. Sinon, il va falloir progresser. Et progresser, ça va être continuer à lui assurer une ventilation, sauf qu'on ne va pas pouvoir tout faire, donc il va falloir penser à l'intubation. Alors, en néonate, on intube par le nez. On fait des intubations nasotrachéales, narine droite en général, parce qu'en fait, c'est pile dans l'axe de la glotte et c'est le plus facile. Après, chacun fait comme il a l'habitude, c'est-à-dire que si vous ne sentez absolument pas d'intuber par le nez et que vous voulez faire une intubation orotrachéale, go, le but c'est que l'enfant soit ventilé. Mais préférentiellement, en tout cas, c'est plus facile en nasotrachéal droit.
Soit l'enfant est aréactif, il n'y a pas de question à se poser, de toute façon il faut le réanimer et l'intuber. Si l'enfant est réactif mais a une fréquence cardiaque labile, il respire 1 fois sur 2, c'est une respiration inefficace et il a besoin de cette intubation, on va pouvoir passer une sédation par voie intrarectale parce qu'à ce moment-là on n'a pas encore de voie d'abord. C'est pas ce qui marche le mieux. Là je vous ai mis à titre indicatif les tailles de sondes. Pour les moins de 2 kg, on est sur des sondes de 2,5 sondes de 3 entre 2 et 3,5 kg et au-delà on est plutôt sur une sonde de 3,5. Je sais, à chaque fois ça vous fait sourire, ça vous paraît minuscule, mais c'est ce qu'il faut. Le repère de la sonde pour savoir à peu près si on est au bon endroit, on compte 7 plus le poids. Vous comptez un enfant à terme en gros 3 kg, donc vous mettez le repère 10 si vous êtes en nasotrachéal, sinon c'est 6 plus le poids si vous êtes en orotrachéal. Pour les prémas, ça dépend du préma. Si vous avez... Bon, nous on finit par réussir à évaluer à peu près le poids de l'enfant en voyant, mais après à l'auscultation ça marche aussi. Bon, on a intubé notre enfant, on l'a ventilé et il récupère toujours pas de fréquence cardiaque. On est à 1 minute 30. Donc, soit on poursuit l'intubation. Si on ne se sent pas d'intuber, c'est pas grave, on continue la ventilation mécanique au masque. Vaut mieux ça plutôt que de passer 10 minutes d'hypoxie de l'enfant à essayer de faire quelque chose. Vaut mieux une bonne ventilation au masque plutôt que ne pas réussir à intuber au bout d'un moment et de créer des œdèmes de glotte, etc. À partir de là, si on envisage de débuter le massage cardiaque, on va monter la FiO2. On va la monter à 100%, réanimer à 100%. Le rythme du massage cardiaque, c'est 3 pour 1 chez le nouveau-né. D'accord ? Donc je vous ai mis le schéma. On empoigne bien le thorax de l'enfant. Le mieux, c'est qu'il y a quelqu'un à la tête qui s'occupe de la ventilation et quelqu'un en face qui empoigne le thorax de l'enfant et avec ses pouces qui réalise le massage cardiaque. À partir du moment où on parle de massage cardiaque, on pense à l'adrénaline. Et si on pense à l'adrénaline, il nous faut une voie d'abord. Donc l'idéal, c'est de penser à tout en même temps. On fait comme on peut. Et donc là, on arrive à la D. On n'a toujours pas de fréquence cardiaque. L'enfant ne repart pas malgré le massage. Et donc, administration d'adrénaline. Alors, si on a vraiment des difficultés à administrer l'adrénaline par voie intraveineuse, il est possible d'administrer par voie intratrachéale. D'accord ? Si on a pu l'intuber, on peut le faire. C'est moins efficace, néanmoins, en attendant d'avoir une voie, ça peut sauver des vies. On peut poser une voie veineuse périph', si vous avez des infirmières entraînées. Après, sur les nouveau-nés, c'est quand même compliqué, il faut vraiment avoir l'habitude. Là, on parle d'un enfant qui, a priori, en arrêt circulatoire. C'est pas le plus simple. La voie d'urgence en néonate, c'est la voie cordonale. Donc, un CVO. Pas de DIO. Contre-indication du DIO chez l'enfant préma. Et on évite le plus possible chez l'enfant à terme, sachant que de toute façon, on a ce cordon avec une veine qui nous appelle, quoi. Je sais que ça vous fait peur de se dire qu'il faut se lancer dans une voie centrale, un CVO, mais en fait, c'est un geste vraiment très simple. Vous avez la coupe du cordon, et souvent vous avez 2 artères complètement vasoconstrictées d'un côté ensemble, et de l'autre côté, vous avez une veine plus lâche, un peu plus béante, et vous purgez le caté, vous le mettez là-dedans, terminé. C'est aussi simple que ça. Le mieux quand même, c'est de mettre un lac à la base du cordon. Pour ceux qui font l'atelier cet après-midi, on en parlera. Ça évite bien des complications parce que vous avez clampé votre cordon. Pour poser le caté, vous allez devoir refaire une section de cordon. Et du coup, il n'y a plus rien qui y sert. Donc si vous n'avez pas, c'est un espèce de lacet, ni plus ni moins, qu'on met à la base du cordon, qu'on serre un peu, pas trop pour pouvoir passer le caté, suffisamment pour éviter que ça saigne. Parce que si vous mettez rien et que l'enfant commence à se vider de son sang, là, on se rajoute du travail, quoi. Et parfois, on a serré, ça se desserre un peu. C'est un geste très rapide d'aller serrer ce lac pour éviter l'hémorragie. Parce que ça s'est déjà vu, des hémorragies massives et des chocs hémorragiques sur un cordon qui n'a pas été, un lac qui n'a pas été bien serré, on l'a déjà vu. D'accord ? Donc, pas de stress, juste un petit lacet à la base du cordon, ça marche très bien. Donc voilà, votre enfant, il naît,
Il arrive, il crie pas, on lui met un bonnet. On le sèche, il crie pas, on le stimule dans le dos, il crie pas, on aspire. Bon, il reprend, très bien, terminé, on le pose sur sa mère, on n'en parle plus. Il reprend pas, il va falloir le ventiler. Donc on fait 5 insufflations lentes pour créer sa CRF, après on ventile, et on voit, il récupère une ventilation spontanée, c'est très bien. Laissez-lui quand même le masque avec une pression pour qu'il continue d'ouvrir ses poumons, mais il n'y a pas besoin de ventiler à sa place. 21% pour les termes, 30% pour les prémas. Il ne respire toujours pas, il faut l'intuber. C'est compliqué, on ne récupère pas de fréquence cardiaque après l'intubation, il faut masser. L'arrêt cardiaque chez le nouveau-né, c'est pour toute fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute. Hein. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est précisé sur l'ILCOR. On est assez sévère. Hein. À 50 battements par minute, on masse. Et on arrête de masser quand on est au-delà de 60. On masse au rythme de 3 massages pour une insufflation. Si on masse, on pose une voie. Il faut quelqu'un au cordon ou une voie veineuse périph' si quelqu'un se sent. Pas de DIO. Et à partir du moment où on masse, on augmente l'oxygène, on se met à 100%. Voilà un petit peu pour l'algorithme de réanimation. C'est rare qu'on en arrive jusque-là, je vous rassure. Hein, c'est vraiment là les cas extrêmes. Alors la particularité de l'enfant à terme. L'accouchement à domicile, en tout cas c'est ce qu'on apprend, c'est facile à dire, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est rapide et facile. Bon, pour les manœuvres d'extraction, on vient d'en parler. Si la naissance est complètement physiologique, on laisse à l'enfant le temps de s'adapter. On a vu, il ne va pas avoir 100% de ça tout de suite, il ne va pas être rose tout de suite. On le laisse, on le pose sur sa mère avec un bonnet, des langes chauds, terminé. En cas de naissance dystocique, donc l'enfant ne s'adapte pas, chaîne du chaud, toujours, pas de courant d'air, un bonnet sur la tête de l'enfant, des langes chauds ou des sacs, et on reprend toutes les étapes que je viens de vous expliquer. Ce qu'il faut faire après, c'est appeler en même temps, avant, après, quand vous pouvez, quand vous avez le temps, quand il y a une main qui se dégage, appelez le 15 pour être mis en relation avec le SMUR néonatal. Je ne sais pas exactement comment ça se passe en Alsace et en Champagne. Nous, en Lorraine, on est facilement disponible, soit pour une assistance téléphonique, s'il y a besoin de conseils, soit même on a un SMUR néonatal pour venir aider sur place si on n'est pas pris ailleurs, on le fait volontiers. Et dans ces cas-là, l'enfant va devoir être transféré en réanimation néonatale. C'est là qu'on va vous demander l'heure de naissance, qu'on va vous demander l'ABGAR et qu'on va vous demander la température. Si l'enfant récupère, vous avez réussi à récupérer après l'intubation, etc., une fréquence cardiaque, vous réussissez à le saturer, nous, le travail commence. Parce que l'enfant, sur cet accouchement dystocique et cette mauvaise adaptation néonatale, il peut faire une encéphalopathie anoxo-ischémique. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que finalement, ça ne vous regarde pas trop. Parce que nous, derrière, on a un délai d'action possible mais restreint. On a 6 heures pour mettre l'enfant en hypothermie thérapeutique contrôlée si jamais on a confirmé ce diagnostic-là. Mais le temps que l'enfant naisse, qu'il soit techniqué, qu'il soit transporté, que nous on le récupère, qu'on le retechnique, qu'on fasse les bilans de souffrance, qu'on fasse les bilans électriques, le temps passe vite et souvent, ces 6 heures, on est un peu serré. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vite. C'est aussi pour ça, des fois, que nous, on appelle le 15 pour faire des trajets héliportés, pas forcément très loin, mais en fait, pour qu'on puisse aller vite dans les maternités de périphérie, quand il y a eu ce genre d'événement, parce que c'est véritablement une course contre la montre pour nous. Passer les 6 heures, on ne peut plus rien faire pour l'enfant. C'est quand même dommage. L'hypothermie thérapeutique n'est pas magique, mais elle sauve quand même plusieurs enfants, donc c'est dommage de ne pas essayer. Hein. Attention, on ne commence pas une hypothermie non contrôlée. On ne se dit pas, tiens, l'enfant ne démarre pas, je lui enlève son bonnet, je lui enlève ses langes et je fais des courants d'air. C'est pas grave. Non. On veut récupérer l'enfant à 36,5, nous on se charge après de le mettre en hypothermie. Hein. L'hypothermie non contrôlée fait des dégâts. Je vous ai mis une petite photo d'un enfant techniqué et qui est avec sa couverture d'hypothermie. Alors, bon, et si l'enfant ne récupère jamais? C'est pas drôle, mais parfois ça arrive. Quand est-ce qu'on s'arrête? Si vous aviez une fréquence cardiaque toujours inférieure à 100, et donc il est en permanence, il oscille, il est à 40, 60, 80, 50,
Je vous dis, 50, on est en arrêt cardiaque pour nous, mais malgré tout, le cœur bat. Quand est-ce qu'on va arrêter la réanimation? On l'arrête après 30 minutes. Ça va super vite, 30 minutes. Je vous ai parlé des intervalles de 30 secondes. Dans le meilleur des mondes, nous, si on arrive à faire 45 secondes en étant entraînés en maternité avec du personnel, on est super content. Alors, faut avoir en tête que ça doit aller vite. Après, de là à respecter les 30 secondes, voilà, c'est extrêmement compliqué. Ça, tout le monde en a conscience. Les 30 minutes de réanimation, ça va très très vite. Et d'où noter l'heure, d'où lancer le chrono, d'où noter l'heure de naissance, etc. Et si vous n'avez jamais eu de fréquence cardiaque à la naissance, malgré les doses d'adrénaline, malgré le massage, etc., on s'arrête au bout de 20 minutes de réanimation. Alors ça, c'est des discussions qu'on peut avoir sans aucun problème au téléphone. Vous pouvez appeler le SMUR néonatal pour prendre des avis en disant bah voilà, j'ai fait ça, là, ça fait 25 minutes, où j'en suis, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, est-ce qu'on s'arrête, etc. Parce que c'est des décisions qui sont toujours très difficiles à prendre quand on est tout seul. Donc en tout cas, nous, on ouvre la discussion, il n'y a pas de problème, on est disponible. Et l'enfant préma. Alors, bon, toujours discuter, si possible, avec l'équipe d'obstétrique de transférer avant l'accouchement. Ça, je l'ai mis, même si c'est évident, et je sais que vous, c'est aussi ce que vous préféreriez. Si possible, discuter avec les parents avant la naissance. Pourquoi ? Déjà, pour connaître le terme. Parce qu'on a des limites de viabilité. Alors, il y a déjà celles définies par l'OMS. Je ne sais pas si vous les connaissez. À peu près ? Non. 22 semaines d'aménorrhée et 500 grammes. Est-ce qu'on prend en charge un enfant à 22 semaines ? Alors nous, actuellement, non. J'ai mis défini dans notre service parce que c'est ce qu'on a, c'est en gros 23-24 semaines et plus de 500 grammes. Alors oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir un enfant de 24 semaines, de le réanimer, de le poser sur la balance, 450 grammes. Bon, ça ne veut pas dire qu'on débranche le respi, ça veut dire qu'on a des discussions derrière, on est un peu plus à l'écoute, etc., de ce qu'il est raisonnable de faire ou de ne pas faire. C'est difficile d'estimer le poids à la naissance comme ça. Et entre 23 et 24 semaines, alors c'est facile, on est en service, on a des discussions avec les obstétriciens et les parents, des discussions éthiques sur qu'est-ce qu'on fait comme réanimation, jusqu'où on va. Mais voilà un petit peu l'idée. En gros, si vous allez sur un accouchement à domicile à 22 semaines, je pense que malheureusement c'est surtout une fausse couche tardive et qu'il faut laisser ce bébé tranquille et le poser sur ses parents pour qu'il rencontre ses parents, quoi. C'est surtout ça. Si on est dans les limites de la viabilité, la chaîne du chaud, s'il vous plaît, encore plus chez les prémas, minimum de bonnets, soit des langes chauds, soit des sacs en plastique. Je vous ai parlé dans le premier algorithme de réanimation, on sèche, on stimule. Si c'est un préma et que vous allez le mettre en sac plastique, c'est bizarre dit comme ça, mais dans un sac, essayez de ne pas le sécher parce que le but c'est que l'humidité avec le plastique fasse une condensation et une hygrométrie et maintienne la chaleur du nouveau-né. Si vous n'avez pas de sac et qu'on est plutôt sur des langes chauds, alors il va falloir le sécher. Parce qu'on a vu que l'évaporation allait consommer de l'énergie et des degrés à l'enfant. Pourquoi encore plus pour les prémas que pour les termes ? Eh bien parce que quand le préma est en hypothermie, il ne perfuse pas, il va se mettre à reperfuser et il va saigner, surtout dans les zones vasculaires fragiles, et notamment au niveau des ventricules latéraux cérébraux. Là il y a à cet endroit-là, ça saigne facilement. Et donc là, vous avez en face un saignement, comblement du ventricule, et on est parti sur un infarcissement cérébral par l'hématome qui s'étend, quoi. Et dans ces cas-là, nous, la plupart du temps, on va se poser des questions éthiques. Est-ce qu'on va poursuivre la réanimation chez un enfant qui va être cérébro-lésé et on peut être amené à faire des mises en soins palliatifs pour ce genre de lésions. Donc si on a fait la meilleure réanimation du monde, mais qu'on ramène un enfant à 32 de température, et ça va vite, 32 on l'a déjà vu, c'est vraiment très très rapide,
eh ben on sait que quoi qu'il arrive derrière, 32 de température, ça ne va pas bien se passer et l'enfant va saigner, et notamment au niveau intracérébral. Donc chaîne du chaud, chaîne du chaud, chaîne du chaud. Premier geste de Réa, mettre un bonnet. Et donc si on est dans les limites de la viabilité, comment on réanime l'enfant? Exactement de la même façon, hein, les différents stades de l'ILCOR que je vous ai montré, ça vaut quel que soit le terme, sauf donc on réanime à 30% d'FiO2 au départ. Voilà. Alors, je vous ai mis attention, en dessous de 25 semaines, on fait une réanimation respiratoire et pas cardiaque. Nous, souvent, c'est les discussions qu'on a le temps, qu'on a la chance d'avoir le temps d'avoir en anténatal et avec l'équipe d'obstétrique. Il n'y a pas que le terme qui rentre en compte, il y a tout un contexte d'infection, de poids de l'enfant, etc. C'est des discussions assez complexes, mais c'est-à-dire que 23 semaines, on se dit, bah oui, mais si déjà à 23 semaines, il naît outborn, un domicile, voie publique, c'est quand même pas la meilleure naissance du monde. Et si en plus il n'y a pas du tout de cœur, est-ce qu'il est raisonnable d'aller au massage cardiaque, à l'adrénaline, etc. Nous, en général, on répond non. Si c'est des considérations éthiques que vous voulez pas, que vous n'avez pas le temps, qui sont compliquées à prendre tout seul, on peut aussi le comprendre. Et c'est des discussions qu'on peut avoir soit pendant la réanimation, hein, je vous ai dit, on est disponible au téléphone, soit des discussions qu'on peut avoir après en reprenant les dossiers. En tout cas, on ne peut pas vous en vouloir d'avoir cette réflexion. Et donc un enfant préma, quand est-ce qu'on s'arrête? Pour un enfant de moins de 25 semaines, si on n'a pas récupéré une fréquence cardiaque au-dessus de 60, là, on s'arrête après 10 minutes de ventilation. Ce sont les recos. 10 minutes, on n'a à peine le temps de comprendre ce qui arrive à tout le monde, qui s'est déjà passé 10 minutes. Néanmoins, ce sont les recos. On peut s'arrêter. Si on a une fréquence inférieure à 100 à la naissance, on sera entre 15 et 20 minutes de réanimation bien menée. Et si on n'a jamais eu de fréquence cardiaque chez un enfant né prématurément, on sera sur 10 minutes de réanimation bien menée. Donc on est beaucoup plus sévère sur les durées de réa chez les enfants nés prématurés. Voilà. Juste pour avoir une idée de ce qu'il faut faire, de ce qui vous attend. Un enfant né à moins de 28 semaines, en général, il va falloir l'intuber. Il a besoin d'aide pour respirer et lui poser une voie centrale. Entre 28 semaines et 32 semaines, l'enfant il peut respirer tout seul, juste être au masque, en laissant quand même une PEP, hein, je vous ai dit, pour bien qu'il constitue sa CRF, sinon il n'y arrivera pas. Et plus de 32 semaines, il peut être en air ambiant sans aucun problème. Il peut respirer et être en air ambiant. Nous, plus d'1,5 kg, on ne se stresse pas, on ne pose pas de voie centrale, une voie périphérique suffit. D'accord ? Donc 32 semaines, 1,8 kg, l'enfant, on le laisse presque se débrouiller tout seul, s'il le veut bien. Voilà un petit peu. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est la chaîne du chaud. Mettez au moins double bonnet, pas de courant d'air, des sacs, des langes chauds. C'est hyper important. L'hypothermie, notamment chez le prématuré, peut être catastrophique. C'est toujours le même algorithme, quel que soit le poids, quel que soit le terme, par intervalle de 30 secondes, je vous ai dit, c'est idéalement. La voie d'urgence en néonate, c'est le CVO. N'allez pas mettre de DIO. De toute façon, vous allez traverser le fémur du préma, le tibia du préma avec votre matériel. Savoir demander de l'aide, on est disponible, soit pour venir sur place, soit pour une assistance téléphonique. Connaître ses limites. Encore une fois, imposer une hypoxie en voulant absolument réussir à intuber pendant 20 minutes, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux ventiler correctement l'enfant. Et comme dans toute réa, essayez de tout noter avec les horaires, mais ça vous le savez. Et puis faut trouver des petites mains. Je sais bien que vous êtes en effectif réduit pour vous occuper de la maman, du bébé, du mari et du chat qui veut sauter sur le champ stérile. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes stressés, l'enfant et la mère encore plus que vous. Donc tout va bien se passer. Je vous remercie. Merci beaucoup.